Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Ce jour-là, Thomas Sankara prononce son dernier grand discours, à la tonalité révolutionnaire. Il demande aux chefs d'États africains de ne pas rembourser la dette ni à la France ni aux bailleurs de fonds et de faire front commun sous peine de mourir. Vision prémonitoire, 2 mois et demi après, Thomas Sankara est assassiné à l'issue d'une révolution inédite en Afrique. Thomas Sankara naît en 1949 à Yako, en Haute-Volta, qu'il rebaptisera, une fois au pouvoir, le Burkina Faso. Il est le fils de Marguerite et Sambo Joseph Sankara. Son père, gendarme, a combattu sous le drapeau français lors de la Seconde Guerre mondiale. Après son bac, Thomas Sankara rejoint l'académie militaire d'Ansirabe à Madagascar, une expérience qui va profondément le marquer. Il y arrive au moment où Madagascar connaît une révolution, un virage à gauche avec Didier Ratsirac, donc ces jeunes colonels, ces jeunes militaires qui prennent le pouvoir et qui veulent réformer de fond en comble la société. Donc il est spectateur d'une révolution qui va l'aider lui-même à mûrir un projet révolutionnaire par rapport à la Haute-Volta. Et puis plus tard, il fera également un stage au Maroc où il se liera d'amitié de manière un peu plus précise avec Blaise Compaoré. Donc il y a dans ces déplacements à l'extérieur de la Haute-Volta des formes d'apprentissage, des formes d'éducation politique et aussi des découvertes d'expériences révolutionnaires menées dans d'autres pays qui sont très importantes puisque la conception de la révolution sankariste est d'être internationaliste. De retour à Ouagadougou, Thomas Sankara participe au renversement du régime en place. Il est soutenu par la population qui espère sortir de la pauvreté et devient président à seulement 34 ans. Inspiré par la révolution cubaine, le capitaine Sankara instaure les comités de défense de la révolution, aux méthodes radicales. Le peuple est sommé de construire écoles, dispensaires et logements. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternités. Et chaque année, c'est ça. Autre chantier majeur, la santé. Grâce à une campagne de vaccination massive, le taux de mortalité infantile chute spectaculairement. Thomas Sankara, communicant hors pair, sait se mettre en scène pour encourager ses concitoyens à donner leur sang. Il ne faut pas tout enlever. Hein. Non, président. Non, on va enlever ce qu'il faut. Mais la pierre angulaire de sa révolution, c'est le patriotisme économique. À l'époque, le budget national burkinabé dépend à 40% de l'aide française. Thomas Sankara prône l'autosuffisance pour briser la dépendance vis-à-vis de la France et des bailleurs de fonds. Mesure emblématique, le port obligatoire pour les fonctionnaires du Faso d'Anfani, le tissu traditionnel, afin de relancer la filière coton. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Mais ce virage économique radical s'accompagne d'une cure d'austérité sans précédent. Derrière ce patriotisme économique, il y a cette idée d'austérité. Donc on va imposer au peuple une austérité que l'on juge bénéfique. On va lutter contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, et ce bien avant les injonctions du FMI. On va le faire de manière concrète et sérieuse, en expliquant qu'il vaut mieux que tout le monde ait de l'eau que quelques-uns aient du champagne. Donc on va utiliser également des métaphores qui ont sens pour la population. Et tout cela, en fait, va permettre au Burkina Faso
eh bien, en l'espace de 3-4 ans, d'avoir une nette amélioration de ces indicateurs économiques. Et même la Banque mondiale, qui ne portait pas dans son cœur les mesures de Thomas Sankara, sera forcée de reconnaître que sous son règne de 4 ans, si on peut appeler ça un règne, eh bien, le Burkina Faso n'aura jamais connu un tel développement. La révolution s'attaque aussi aux problèmes écologiques. Sous Thomas Sankara, des millions d'arbres sont plantés pour contrer l'avancée du Sahel. Pour lui, l'environnement est éminemment politique. La lutte contre la désertification est un combat anti-impérialiste dans la mesure où nous savons que pour l'impérialisme, l'exploitation des hommes est un acte tout à fait normal, a fortiori l'exploitation des forêts, de quelque façon que ce soit directement ou indirectement. Thomas Sankara, athlète et musicien, impose aussi le sport de masse. Les discothèques assimilées à la bourgeoisie car payantes sont-elles fermées et remplacées par des bals populaires. Mais cette révolution à marche forcée rencontre très vite des résistances. Les syndicats malmenés ainsi que les fonctionnaires sont en première ligne de l'opposition. Donc ce sera vraiment une rupture avec les vieux schémas clientélistes de l'époque qui va se heurter à des oppositions, aussi bien des syndicats à partir d'un certain temps que de la petite bourgeoisie et de l'élite qui très rapidement va quitter le pays, notamment les fonctionnaires qui voulaient être mieux payés, les intellectuels également qui vont partir dans les pays voisins pour avoir un niveau de vie un peu plus important. Parfois ça a été effectivement un peu brutal, on peut penser donc aux enseignants qui réclamaient de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail et qui ont été licenciés de manière très sèche. On peut également penser à la manière dont certains intellectuels ont également été traités par le régime qui a développé toute une phraséologie autour de la bourgeoisie réactionnaire. Marié et père de 2 enfants, Thomas Sankara voudra aussi bouleverser les rapports entre hommes et femmes. Il fait interdire l'excision et porte un discours féministe. Camarades, les mauvais maris, les paresseux. Les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. Il a également promu les femmes à des postes de responsabilité, notamment au niveau du budget. Il y a des mesures qui parfois paraissent anecdotiques sur la journée des hommes au marché, donc le jour où les hommes doivent eux-mêmes aller faire le marché pour voir qu'est-ce que c'est. Le 8 mars. Effectivement. Il a également soutenu un certain nombre de femmes qui ont combattu dans le monde entier. Il a également eu, je pense, par rapport à son épouse, donc Mariam Sankara, un comportement qui montre toute l'attention qu'il portait justement à cette unité du couple en termes de fondation, de fondement politique et social. Donc je pense que ce n'est pas une erreur de dire qu'effectivement il a été bien en avant de ce qu'on peut entendre aujourd'hui concernant le féminisme ou l'afroféminisme en termes de promotion des droits et de la lutte des femmes et de leur émancipation par elles-mêmes. Un franc-parler qui détonne aussi sur le terrain diplomatique. En novembre 1986, alors qu'il reçoit François Mitterrand, Thomas Sankara improvise une déclaration au ton tranchant. Sous l'œil des caméras françaises, il reproche à l'ex-puissance coloniale d'avoir accueilli sur son sol le président sud-africain Peter Botha, qui refuse de mettre fin au régime raciste de l'apartheid. Le président français, visiblement agacé, répondra que Sankara va plus loin qu'il ne le faut. J'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Octobre 1987, la révolution est de plus en plus contestée. Au sein du régime règne un climat de méfiance. Les membres du gouvernement arrivent armés au Conseil des ministres. Des complots sont déjoués. Le 15 octobre, la révolution connaît un coup d'arrêt sanglant. Donc le 15 octobre 1987, il est en réunion au Conseil de l'Entente, il prépare un discours qui doit être tenu ultérieurement. Et donc là, on a un commando qui débarque, qui est venu le chercher précisément. Et donc il sort le premier de la salle de réunion, il est immédiatement abattu, avec ensuite plusieurs autres de ses camarades. Il y aura un survivant.
Donc les corps vont être ensuite enterrés. Donc débute ensuite toute la problématique en fait de la responsabilité autour de la mort de Sankara et de ses camarades, et surtout du devenir de la dépouille de Sankara et de ses camarades. Il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que la France est bien évidemment impliquée. Je pense que le premier élément objectif, c'est le refus de la France jusqu'à aujourd'hui d'ouvrir un certain nombre d'archives relatives à cette période. Donc on voit bien que l'État français a des choses à se reprocher. On sait également que lors de l'une des premières rencontres, si ce n'est la première rencontre entre Blaise Compaoré et Félix Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny était furieux contre Blaise Compaoré parce que Blaise Compaoré lui avait assuré qu'on allait rendre Sankara impopulaire pour que son élimination passe comme une lettre à la poste, et ce n'a pas du tout été le cas. Blaise Compaoré, l'ami intime, le frère d'armes, s'assoira dans le fauteuil présidentiel à peine Thomas Sankara assassiné. Il mettra fin à l'expérience révolutionnaire, replacera aussitôt le Burkina Faso dans le giron de la France et régnera sans partage sur le pays pendant 27 ans. Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la justice burkinabé. Il est inculpé pour assassinat et recel de cadavres. Ironie de l'histoire, en 2014, pendant les manifestations qui l'ont chassé du pouvoir, c'est le portrait de Sankara qui voguait dans les cortèges. Thomas Sankara, modèle immortel pour une jeunesse africaine, bien en peine de lui trouver un successeur.